Après, on fait quand même le corridor, parce que finalement, même dans le corridor, vous pouvez... Bon, le truc c'est que dans le corridor, vous ne devez pas chercher l'émotion dans le corps. J'aimerais bien vous rappeler que quand vous faites avec... Ça, c'est le pont affectif, c'est la manière la plus simple. Si vous le lisez autrement, c'est très compliqué, il faut faire mousser et tout. Vous n'avez pas besoin dès que c'est dans le corps. Vous n'avez pas besoin de faire déjà en avance les pleurs pour aller là où c'était la première fois. Vous pouvez rester aussi simple comme je vous l'ai montré. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Le subconscient, s'il veut collaborer, il collabore. Et il collabore rapidement. Et puis s'il trouve que c'est un sens et que c'est nécessaire, il va. D'accord ? Ça, il faut vraiment, je vous dis, ayez confiance dans cette partie en nous qui a le sens aussi de nous protéger, mais en même temps aussi de nous soutenir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une question de loi d'attraction, ou ce n'est pas une question de on suit les émotions et puis on est bien, et puis la vie va être tout simplement un petit déjeuner mielleux. Ce n'est pas du tout comme ça. Vous devez savoir que la vie, ça veut dire d'avoir des problèmes qu'on trouve des solutions. C'est pas que quand on fait une hypnothérapie ou quand on trouve des solutions ou quand on dissout des blocages, qu'après le monde va être beaucoup, beaucoup plus facile. Par contre, on peut évoluer dans le sens qu'on trouve des solutions plus facilement. La vie, c'est pas un enchaînement de moments de bonheur. La vie, c'est un enchaînement de problèmes qu'on trouve des solutions et puis qu'on a plaisir de trouver des solutions. Et finalement, ça, c'est la base. Ça ne veut pas dire que si une fois, parce qu'on nous demande aussi souvent, est-ce que si je fais l'hypnose, après tout va bien et puis je suis toute heureuse? Je dis, ce problème-là va être dissous, mais peut-être il y aura encore d'autres qui viendront. Si on perd le job, alors on peut aussi être triste, ou c'est un trigger, ou je ne sais pas quoi. Ou si on est humilié ou blessé, il faut trouver des moyens de gérer cette situation. Ça fait part. C'est pas parce qu'on fait l'hypnose qu'après la personne, elle va être toute sa vie sur des nuages et puis dire je suis heureuse parce que j'ai fait une hypnothérapie. C'est un peu une fausse idée, une fausse conception. Par contre, on peut développer de plus en plus en travaillant avec l'hypnose et surtout vous aussi, cette sérénité de disant s'il y a des problèmes, je dois trouver des solutions. Et puis il y en a, ces solutions, aussi avec les émotions. Je reviens là-dessus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à hier? Oui, alors sur le cas du psoriasis, celle que tu as fait donc hier, tu as dit que derrière, systématiquement, toi tu mets le pardon normalement. Je mets rien systématique. Je sais que vous aimeriez bien avoir la recette, mais non, pas du tout. Je ne savais même pas qu'est-ce qui va venir et puis comment je dois réagir. Tu vois, ce n'est pas systématique, mais là, à l'occurrence, oui, parce que quand il y a une blessure, alors là, oui, je fais un auto-pardon. Systématique, mais tu peux le faire systématique, c'est pas de mal. Tout le monde a quelque chose à se pardonner, tu vois. Tu peux rien faire faux. Si tu peux par défaut être sûr de... Non, là tu peux peut-être que louper quelque chose si tu le fais pas, si tu veux. Mais on a des choses à se pardonner parce qu'on n'est pas aussi parfait qu'on voulait être, par exemple. Ça, ce sont des trucs classiques. Mais effectivement, si tu souffres d'un symptôme de eczéma, psoriasis ou quoi que ce soit qui est un peu auto-immune, on est souvent aussi fâché contre soi-même quand on a des dysfonctionnements. Et puis ça, il faut se pardonner, se dire mais non, c'est ok, tu fais le mieux que tu peux et puis t'es ok comme ça. Et ça, c'est peut-être une ligne de base. D'accord. Alors, c'est pas mal si vous travaillez avec l'autopardon. Ouais. Si la personne a du mal à se souvenir ou devient fatiguée, puis à un moment on arrête, est-ce que ça t'arrive de faire une régression à une autre séance? Oui. Ouais.
Surtout quand il y a des grands thèmes comme les maladies auto-immunitaires, oui. Quand il y a des angoisses qui ne veulent pas disparaître, qui reviennent, oui, effectivement. Ouais, ouais. Et puis, quelquefois, il y a aussi, ou par exemple, tout ce qui est, comment ça s'appelle déjà cette maladie qui est... pas la sclérose en plaques, mais tout ce qui est intestin, par exemple. Ouais, colitis, côlon irritable, voilà. Par exemple, le côlon irritable aussi. Ça, là, c'est quand même, ça peut arriver effectivement. Que ça prend quand même un peu, je fais des pauses, après ça, je dois reprendre parce que c'est pas encore totalement fini. Des choses qui sont un peu récurrentes. On peut tout à fait, puis peut-être je fais une autre. Après, je peux tout à fait, quand on fait... Bon, ça, on revient encore. Alors, ça, c'est la réponse. Qu'est-ce qui a encore une question par rapport à cette technique que vous avez fait hier? Le pont affectif, oui. C'est tout à la fin avec l'histoire du baïonnet caché. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit toujours placer? Tu disais que non. 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 Mais quel est l'intérêt de ce message? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui est l'intérêt? Souvent, quand on était trahi ou blessé par quelqu'un ou abusé, enfin blessé et trahi par quelqu'un, on reste là et puis on peut rien dire ou pas dire ça, ce qu'on voulait vraiment dire avec l'émotion. Peut-être on le dit, on le crie une fois sur une personne, mais c'est pas encore autant libérateur que quand on est là et puis on a plein cette émotion et puis on peut le dire. L'intéressant, c'est que les gens rarement crient. Hein. Oui, non. C'est rarement qu'ils sont vraiment fâchés. Mais... C'est dans la gestuelle. Ouais, c'est dans la manière comment ils le disent. Hein, c'est quand même... Puis c'est le début du pardon, finalement. Puis quelquefois, c'est très libérateur de pouvoir tout dire. Malgré qu'ils le disent jamais avec des phrases, ou très rarement avec des phrases complètes. Hein, c'est peut-être quelquefois des mots, ou quelquefois c'est le plus émotionnel, de moins les gens y parlent, mais on voit qu'il y a un travail qui se fait. Parce qu'il y a, vous savez vous-même, on pense plus rapidement que ce qu'on parle, et puis on sent encore plus rapidement qu'on pense. Alors, n'intervenez pas, utilisez plutôt quand vous faites les retours, et puis. Parlez vraiment peu, mais soyez très concentrés pour soutenir la personne. Ne laissez pas une personne dans la détresse. Hein. Mais tout de suite, vous reparlez. Et c'est pas toujours, il n'y a pas toujours un pardon à faire. Souvent, il y a une consolation de l'enfant, une réinterprétation de la situation. Après, si on peut faire le pardon, moi je vous dis que moi j'ai eu longtemps un problème avec le concept de pardon. J'avais vraiment cette hésitation de demander faites le pardon, parce que je comprenais se libérer, mais je ne comprenais pas vraiment. Puis c'est très émotionnel et puis ce n'est pas, c'est pas intellectuel finalement. Jusque ça m'est arrivé que je me sentais terriblement trahie et puis j'avais vraiment une haine contre quelqu'un, mais ça m'a vraiment plutôt... C'était une émotion qui m'a plutôt bloquée moi, c'était désagréable pour moi. Et puis, jusque j'ai compris que quand j'ai finalement pu faire le pardon, ce n'était pas du tout le phénomène que j'ai encore aujourd'hui, trouve que la personne, elle trahit, je trouve pas du tout... C'est pas une question de comprendre, je comprends pourquoi la personne l'a fait, mais je trouve quand même grave ce qu'elle a fait, mais je n'ai plus le sentiment.
Et j'ai compris que c'est qu'au niveau d'émotion, pas du tout avec la tête. Avec la tête, je trouve qu'il n'y a pas de pardon. Mais au niveau émotionnel, je l'ai pardonné. Ça veut dire, pardonner, j'ai lâché. Voilà, c'est ça. J'ai lâché, je dis, hop. Hein. Et puis, ma lèche, allez, bah, tu vois. De toute manière, la personne, elle est conne. C'est comme ça. Alors, et puis à partir de ce moment-là, je pouvais beaucoup mieux soutenir les pardons. Par contre, l'auto-pardon, parce que j'ai appris ça beaucoup, ça j'ai pu faire, ça j'ai pu assez rapidement aider d'avoir ça, parce que ça c'est intéressant, parce que moi je l'ai appris surtout pendant la psychoanalyse, l'auto-pardon. Et puis comme je connais l'auto-pardon, et puis aussi avec des enfants, il faut tout le temps se dire, ok, hein, on fait le mieux qu'on peut, et puis voilà. Là, c'était beaucoup plus facile pour moi pour accompagner. Alors, mais encore aujourd'hui, je me fais un peu, je dis, ouais, pardonner, j'explique toujours. Hein, le pardon, ça ne veut pas dire que c'est bon, que c'est juste, qu'on comprend la personne qui a fait. Ça veut dire relâcher. Alors, moi, j'arrive encore très rarement à dire envoyer l'amour. Jerry Kine dit, et pardonner puis envoyer l'amour. Je trouve quelquefois quand même très difficile d'envoyer l'amour à quelqu'un qui a fait beaucoup de mal. Hein. Mais les fois où je l'ai fait quand même, ça avait un effet surprenant. Et j'ai beaucoup admiré les personnes qui ont pu faire ça. Alors, je suis quand même pas aussi bonne que j'envoie encore l'amour à ceux que j'aime pas. Enfin, c'est un concept, finalement. Trouvez vos mots. Et puis surtout, vous devez réfléchir sur le pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et puis vraiment penser que c'est plutôt... Et puis j'aime bien cet exemple que si on a une haine ou une agression contre quelqu'un, c'est comme si on buvait, comme si on prépare un poison pour notre ennemi et puis on le boit goutte à goutte nous-mêmes. Parce qu'effectivement, quand on a un sentiment négatif contre quelqu'un, puis on ne peut plus rien faire, mais on est là, on le nourrit constamment, ça fait, puis ça reste, et puis ça nous bloque. Et puis, il y a encore un autre phénomène, de plus souvent qu'on pardonne ou s'auto-pardonne ou pardonne aux autres, de plus facile c'est et de plus léger c'est. Parce que c'est une question, après tout à coup, on ne se laisse pas freiner. Et puis on a moins peur dans la vie aussi. Tu me blesses, bah, je te laisse à côté, quoi. Et puis voilà. Et voilà, je continue. Je ne vais pas dire, oh mon Dieu, il m'a trompé. À 17 ans, on dit, je ne vais plus jamais aimer parce que les hommes m'ont, blablabla. Et puis, finalement, avec l'âge, puis avec la vie, on sait qu'on peut tout à fait laisser derrière. Il y a beaucoup surtout, aussi des hommes qui viennent, ouais, j'étais déçue par les femmes, ou j'étais déçue par les hommes, et puis c'est pourquoi je ne peux plus aimer, etc. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est qu'on peut aller au-delà. On peut. Hein. Alors, et puis on doit, finalement. Souvent, on doit aussi faire le pardon quand quelqu'un décède. Oui, Parce que là, il y a effectivement, surtout quand la maman ou le papa est décédé tôt, il y a, ou quand il y a du suicide dans la famille. Alors ça, c'est dévastatrice quand un des parents se suicide. Même si les enfants sont adultes, c'est comme si on secouait au fond de ce que nous devons tous vivre. Hein, c'est un peu, ouf, la vie n'est pas autant sacrée, pourquoi je dois me démerder? Parce que il y a des gens qui sont partis, surtout aussi mes parents, ou un de mes parents. Alors, même si c'est longtemps dans le passé, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre. Là, la personne, elle doit aller là. Systématiquement, il faut travailler là-dessus, qu'il y a un pardon qui se fasse. Et l'amour alors à donner, et ça c'est facile. Très bien dit, oui. Effectivement. Mais aussi voir qu'il y a une partie de l'amour, c'est pas un... Ouais, c'est tout un...
Ouais, exactement. Mais là, je ne ferai pas une régression par un thème comme ça, mais vraiment la thérapie universelle où vous amenez tout simplement à faire le pardon, amener vers une chaise ou vers le lit de mort, dire tu m'as manqué, tu m'as délaissé, ou quoi que ce soit que la personne elle veut ou elle doit dire, et puis après le pardon. Sans ça, ça ne va pas, finalement. Oui. Pardon, c'est auto-pardon ou c'est pardon de l'autre? Pardonner à l'autre et puis se pardonner aussi. Ouais, mais dans le cas du suicide, c'est surtout pardonner à l'autre. Suicide, Il Ouais. faut aussi se pardonner à soi de ne pas avoir, serait pas toi d'avoir coupable. été impuissant face à la... Si, on peut tout à fait, absolument se pardonner. Oui, absolument, on peut aussi. Ça dépend un petit peu. Hein. C'est pas, justement, c'est pourquoi je dis systématique. Ouais, il n'y a pas de systématique. Ouais, voilà. C'est toujours, bien sûr que c'est souvent très utile, c'est très bien, mais il n'y a pas vraiment une systématique. Il faut vraiment savoir si ça colle ou si ça colle pas. D'accord? Il ne faut pas demander un pardon ou un auto-pardon à un moment où ça n'a pas d'importance. Vous allez perdre la crédibilité. Vous ne pouvez pas juste dire pardonnez-vous, quoi. Ça doit avoir un sens émotionnel parce que tout ça, c'est émotion. Vous avez peut-être compris, de moins que vous parlez, et puis même si votre client ne parle pas non plus beaucoup, de plus on peut travailler dans l'émotion. Et puis de plus, on peut émotionnellement se libérer. Parce que finalement, les blocages, c'est des émotions qui nous bloquent. Ce n'est pas la tête, ce n'est pas les explications cognitives. Alors, c'est pourquoi, quand je vois des démos où la personne, elle parle, elle raconte tous les détails dans tout, je sais qu'il n'y a pas quelque chose qui est de loin, qui va avoir un succès ou un résultat dans le long terme. Parce qu'on est beaucoup trop dans le cognitif. Si on commence à raconter je vois ci, je vois ça, et puis qu'est-ce que je veux dire, les phrases, si tout est bien fignolé, c'est pas vraiment ça que... C'est pas ça qu'on cherche parce qu'on veut vraiment cette libération émotionnelle. Ça t'a fait super du bien que tu as pu faire comme ça. Et puis si tu aurais dû parler et puis expliquer, ça aurait été complètement différent. Ouais. Tu vois. Il n'a pas envie d'expliquer. Non, c'est parce que c'est trop difficile d'expliquer, parce que c'est un peu complexe. C'est non-verbal. Les émotions sont non-verbales, il ne faut jamais oublier. Nous travaillons avec les émotions et puis les émotions sont non-verbales. Alors, finalement, il faut que les amener en hypnose profonde. Ça, c'est le plus difficile, mais c'est avec le temps, ça vous fait beaucoup de plaisir parce que c'est le résultat qui va vous faire vraiment du plaisir. Alors, et puis aussi, un effet secondaire que vous aurez, ça vous calmera aussi, parce que vous allez être de plus en plus calme, parce que vous prenez l'habitude de juste faire confiance aux émotions, et puis aussi à nous et puis aux autres, qu'on peut se libérer. D'ailleurs, c'est pourquoi l'hypnose est particulièrement bien pour des traumas aussi de guerre, parce qu'on ne doit pas expliquer ni revivre la situation. Il faut juste se libérer de l'émotion. D'accord. Alors, il faut faire deux choses. Il faut l'amener en SDL pour vraiment baisser le taux, surtout de regarder qu'il y a la quantité de noradrénaline, qui est un neurotransmetteur, que ça baisse, parce que c'est ça qui fait qu'il y a tout le temps des flashbacks. Ça veut dire noradrénaline, et puis il y a toujours une trop grande quantité. Et puis ça, on voit bien quand on fait des IRM chez des vétérans. Et puis si on peut baisser ça, à ce moment-là, effectivement, ça devient plus calme. Et puis le cerveau reprend le devoir de rééquilibrer les émotions. D'accord ? Et c'est ça qui est super intéressant parce que nous avons un outil absolument incroyable pour faire ça. Alors, c'est pourquoi je vais faire via SDale aussi l'Ultra Height parce que c'est vraiment
l'outil super pour faire, de donner du soutien. Qu'est-ce Et qu'il... ça rejoint sur le plan médical le fait que noradrénaline et adrénaline, quand on veut repartir sur l'amour c'est la dopamine. D'accord, ça c'est pas mal. Oui, oui, mais je trouve le concept quand même, je trouve... C'est peut-être parce que je ne veux pas être une sainte. Moi, ça me paraît que aimer les ennemis, ça me paraît un peu... ça me rappelle le catholicisme. Alors, peut-être j'ai l'âme. Je vais travailler dessus. Ok, pour moi, l'amour, c'est dopamine. Quoi. Ah, je veux bien. Et la dopamine étant réglée en partie avec l'amygdale, je crois. Toutes les émotions, finalement, aussi. Ouais. C'est pourquoi on a vraiment... Et puis ce sont des émotions. Il n'y a pas une question de raconter. Hein. C'est pas du tout ça, effectivement. Alors, voilà. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport aux pompes affectives? Oui. Donc, je me posais la question, si on a un événement aussi peut-être un peu traumatisant qui ressort, est-ce qu'on peut, pendant la régression, essayer de le mettre dans une boîte ou que la personne puisse le ranger quelque part, pas forcément que ça reste trop en surface? C'est un format du PNL qu'on met, effectivement, je le raconte, surtout, je le dis surtout en avant. Avant que je l'amène en hypnose, je dis, écoutez, c'est comme, si on fait une régression, on va travailler dessus, on va regarder que vous pouvez mettre tout ça, ou après, vous mettez tout ça dans un placard, et puis vous savez que comme un film d'horreur, vous l'avez regardé pendant que vous avez regardé le film d'horreur, vous étiez comme ça, vous vous rappelez encore du sentiment que vous aviez eu, vous l'avez mis dans le placard, et puis vous vous rappelez encore que vous aviez eu un mauvais sentiment, mais vous ne le sentez plus, et puis vous n'avez plus envie de le regarder. Et c'est exactement comme ça qu'on fait avec un événement traumatisant comme par exemple un abus sexuel qu'on ne peut pas effacer. Hein. Par contre, de surmonter une épreuve comme ça c'est de la force de vie. Et puis ça fait part. Ça veut dire que ça nous apprend d'avoir aussi d'autres épreuves qu'on peut passer, puis on peut les mettre dans le placard. Et le but, c'est qu'il n'y a plus d'émotion. Et c'est, en principe, c'est une réaction neurobiologique sur les abus, puis on doit travailler neurobiologiquement pour l'enlever, quoi. C'est tout simple, d'accord? J'adore, je me dis que je devrais comprendre beaucoup plus sur la neuroscience parce qu'on peut faire des parallèles, on peut vachement prouver à quel point l'hypnose est efficace avec les dernières études. Voilà. Je suis très rudimentaire, c'est pas dans les détails, mais je veux vous donner l'idée un peu, ceux qui ont un intérêt et puis aussi le talent de se plancher sur des études neurobiologiques, des neurosciences, faites-le, c'est super intéressant. Aussi les neurologues, les études neurologiques, comment on peut refaire des nouveaux liens neuronaux. Souvent, quand je les lis, je me dis « Ah tiens, il faudra d'abord les amener en hypnose profonde et puis après faire. » Alors, j'ai Eric, que vous connaissez peut-être aussi, Eric Fratasio, qui est un thérapeute tomatiste, qui travaille avec des sons. Et puis moi, je lui ai dit « Mais écoute, amène les gens, avant que tu fais, tu amènes d'abord en hypnose, après tu fais la musique. » Et il a dit « Mais ça m'a presque angoissé tellement le résultat était fort. » Tellement qu'il est revenu, je me suis dit, écoute, tu crois que ça c'est vraiment possible? Et puis est-ce que j'ai pas fait quelque chose de faux? Parce qu'effectivement, dans la détente, et puis après, si on soutient aussi avec des sons, avec des vibrations, ça a un effet aussi extrêmement important. Alors, parce que justement, vu quand on amène nos clients dans un état d'Esdale ou dans un état somnambule, les changements neuronaux sont quand même très importants. Et puis on est beaucoup plus réceptif au changement. Qu'il y a encore des questions par rapport à ça? Pour moi, c'est extrêmement important que vous compreniez que vous ne devez pas parler trop, que vous ne devez pas faire des belles phrases.
que vous ne devez pas lire. Par contre, vous devez vraiment être concentré sur la personne. Plus de questions par rapport? Ok. Alors, je vais vous faire une démo du corridor, parce que vous allez faire après le corridor. Le corridor, c'est souvent beaucoup moins spectaculaire, mais moi j'aime beaucoup travailler avec le corridor dans le cadre thérapeutique, parce que j'apprends avec le corridor aux gens qu'ils sont maîtres à bord. Ça veut dire que c'est eux qui ont le contrôle. Rappelez-vous, à la base de tout symptôme, c'est la peur de perdre le contrôle. Et puis de perdre le contrôle, ça nous affaiblit. Et puis on a souvent peur, surtout les patients, les clients qui ont tous les symptômes que tout à coup ça vient. Hein. Ça peut être le côlon irritable. Là-bas, c'est une angoisse terrible. Les gens, avec le temps, ils ont tellement de peur. Hein. Et puis, aussi, ils ne savent pas, il n'y a pas forcément un déclencheur, mais il y a plein de choses. Il y a perdre le contrôle sur nos émotions nous angoisse. Et puis hier, on avait aussi dit perdre le contrôle quand on devient plus âgé. Ça aussi, c'est une angoisse, perdre de contrôle. Alors, la première chose en principe, c'est je veux que mes clients sentent qu'au fond, ils ont le contrôle. On le sait tout, c'est une question de chacun. C'est, comment on dit souvent, ça dépend comment tu vois les choses. Et puis c'est comme ça qu'on a le contrôle. D'accord. Alors, c'est pourquoi le corridor, je trouve, un outil thérapeutique super bien. Aussi dans la thérapie palliative, quand ça aide de mourir. On meurt plus facilement quand on est en paix, parce que dans le corridor, on peut ouvrir les portes, on peut laisser les fermer, on peut faire le pardon, le auto-pardon, on peut revoir tout ce qui était beau et bien. Je me souviens... Bon, ceux qui font la formation avec moi, quelquefois je le raconte, la formation de base, je raconte l'histoire de la dame qui avait un cancer stade final, ce que moi je ne savais pas, son mari ne m'a pas dit, je suis allée à l'hôpital, avec la demande, elle voulait faire une régression. Je la regarde, je vois et je dis, mon Dieu, non, je ne vais pas faire. Et puis, bon, j'ai fait, je ne me souviens plus, quelque chose de relaxation, en fait, de quelque chose de bien sentir. L'intérêt, j'étais 2 fois, et puis elle était d'accord, ok, de faire un peu chambre grise, un peu, voilà. Les médecins étaient sûrs, c'était avant Noël, qu'elle allait mourir avant encore. Son mari et puis elle ne voulaient pas l'accepter, puis effectivement, elle est sortie de l'hôpital. Et puis, elle a fêté Noël à la maison, et puis elle a... tenez-vous bien, en janvier, recommencer de travailler. Ce qui n'était pas le cas. Attendez, mais c'est... Alors, elle a recommencé, elle était biologiste, et puis elle a travaillé dans un jardin botanique, elle était responsable, elle adorait les animaux aussi, et puis il y a son... Elle me téléphone, je crois, en février, en me disant, je vais faire un grand voyage avec mes collègues biologistes, c'est super, je viens avant chez vous, et puis cette fois-ci, c'est moi qui viens de Berne chez vous, vous ne devez pas vous déplacer, c'est super, je veux juste pour que ça soit clair. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui s'était passé? Et puis c'était début février, ou en février, puis peut-être 2 semaines ou 1 semaine avant qu'il y avait la séance, son mari me téléphone, me dit, elle est très faible, je viendrai avec. J'ai dit, ok. Puis il m'a demandé si on ne peut pas un petit peu avancer. Quand elle est arrivée, elle était maigre, elle ne pouvait plus marcher, elle était là. Et puis le mari devait attendre dehors, elle venait, puis elle me regarde avec des grands yeux, et puis elle me dit, maintenant on fait une régression. Alors j'ai dit, ok. Et puis j'ai fait le corridor. Et le corridor, c'était une séance assez longue parce qu'elle a ouvert quand même pas mal de portes.
Et puis, pour elle, c'était peut-être le plus bénéfique. Elle a vu que... Elle était très en hargne que ça arrive à elle. Elle qui avait tellement aimé de vivre, qui avait une relation si bien, qui a... Vraiment, elle était très, très fâchée contre. Alors, dans cette régression, elle a revu tous ces moments, toute cette vie très riche. Elle n'a quasiment pas vu des problèmes. C'est pas qu'il n'y en avait pas eu. Mais, Dieu sait, le subconscient a montré des moments où elle était chez les orang-outans, où elle était dans les montagnes, le chalet, quand elle est devenue directrice, la biologie, enfin, tout ça, tous les moments où elle disait « Ah, mais j'ai eu la chance !» Ah, mais c'est incroyable. Et puis, de plus qu'elle voyait, de mieux elle allait. Elle était rayonnante parce qu'elle avait tout dit « Waouh, j'ai eu une vie vraiment bien. » Il avait un petit truc parce que papa, quand elle était petite, a trompé maman et puis ça a donné un peu des tensions. Il y avait un petit pardon, mais ce n'était pas vraiment un très grand. Quand elle a émergé, elle était tellement heureuse. Elle me regarde et dit j'ai eu une vie très intense, hein. Et puis une super vie. Je dis, ah oui. Elle dit, ah, je ne peux pas me plaindre, effectivement, j'ai tout eu. C'était très beau à voir. Et puis, elle est décédée, la nuit. Bon, son mari m'en voulait un peu. Mais j'y peux, c'est pas une question que j'y peux ou pas. Mais ça a été vraiment parce qu'elle s'est accrochée, elle ne pouvait pas. Peut-être moi, je n'étais pas non plus prête d'assumer. Parce qu'effectivement, dans le palliatif, si vous faites ça, les gens meurent. Ils décèdent. Ils décèdent pas forcément aussi rapidement, mais c'est quand même... Ouais. Mais ils décèdent très paisiblement. C'est pourquoi c'est vraiment très beau. Les gens, il y a parmi vous qui travaillent dans le milieu palliatif, c'est vraiment beau parce qu'on peut très facilement faire le pont et puis voir assez rapidement sa vie. Et puis si on donne encore, et puis là c'est le clou, si vous donnez la suggestion, et puis c'est là où c'est. Si vous donnez la suggestion, on va chercher tous les problèmes que vous devez régler, alors c'est différent. Hein? Mais si vous dites, on va voir tout ce qui était bon et bien dans votre vie, et peut-être aussi ça, ce qu'il faut encore un peu régler, parce que je vais... Là, je dis ça, ce qui est plus important d'abord, et je dis, mais je demande aussi ça, ce qu'il faut quand il y a quelque chose à se régler, d'accord? Alors, je suis un peu dessus. Alors, ok. Vous influencez tout de suite, d'accord? Et puis finalement, d'avoir un peu plus le focus, ce qui était bon et bien, mais aussi pour régler les choses. Hein, on peut aussi régler. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et puis après, vous résumez, vous dites, mais vous avez eu une vie, vous avez eu beaucoup de courage dans votre vie, vous avez bien fait, ou quoi que ça soit. C'est du cheerleading, c'est de reconnaissance. Tu étais OK. Tu as fait bien. Parce que qu'est-ce qui fait le pire pour mourir? C'est quand on est amer et puis on a l'impression qu'on a loupé plein de choses. Et puis qu'on a fait mal plein de choses. Ça, on voit bien dans la palliative que c'est ça qui fait qu'on meurt. Si on est amer, on meurt beaucoup plus difficilement, beaucoup plus dans la souffrance, souvent. Rien n'est dans l'absolu quand on travaille avec les êtres humains. Il n'y a pas des règles fixes. D'accord, c'est juste que... Voilà. Est-ce que vous avez une question par rapport à ça? Oui? Si la personne dans le palliatif est brute de dire ça, mais un peu un légume, est-ce que ça pourrait quand même fonctionner? Elle est plus capable de parler en fait. Alors j'étais demandé, un ouvrier m'a demandé d'aller chez son papa qui avait le CEP, mais qui ne pouvait plus avaler. Il était dans le lit, ni parler, ni quoi que ça soit.
J'ai pas fait. Bon, il y avait encore le problème de langage. Je ne savais pas s'il me comprenait assez ou pas. Mais là, j'ai pas fait une régression où je dois un tout petit peu savoir qu'est-ce qu'il y a pour accompagner la personne. Si la personne ne parle pas du tout, je peux pas le laisser dans le désarroi. Je peux pas poser. Mais alors là, j'ai fait tout simplement Izutsu. Parce que Izutsu, ça libère beaucoup. Hein. C'est se laisser partir, voyager, aller. Et puis cette personne aussi, elle est aussi décédée. D'ailleurs, le Carlo, pendant une année, il n'est pas revenu chez moi. Alors, les gens, ils ont toujours l'impression, hein, avec l'hypnose, tu peux encore... puis finalement, non, vous pouvez tout à fait aussi soutenir quelqu'un pour mourir paisiblement. D'ailleurs, ce monsieur, vous m'avez expliqué qu'il n'arrivait pas à fermer les yeux, c'était ça? Oui, exactement. Il n'arrivait pas à fermer les yeux, puis j'ai quand même fait. Il avait le regard, et avec le temps, à la fin, il a fermé les yeux. Ouais. Il pouvait... Exactement. Ouais, j'étais déjà là, alors je devais faire quelque chose. C'est pourquoi il n'y a pas de systématique. Hein, il n'y a pas... il faut trouver ça, et puis là, vous devez vous faire confiance dans votre bienveillance, dans le but que vous avez, que vous trouvez la solution. Et puis vous ne devez pas non plus faire des phrases. Moi, j'ai dû parler là très, très simple. Hein. Je voulais qu'il me comprenne. Ce n'était pas une question de je simplifier Izutsu, c'était juste le concept. D'accord. Et quelquefois aussi juste octroyer à la personne le droit de partir. Oui, oui. Bon, moi, je ne donne pas le droit. Moi, je dis, tu peux regarder. Ça me paraît aussi, la parenté, la famille. Hein. Moi, là, j'aide de trouver un sentiment de paix. Un sentiment de « Ah, j'ai eu... Ah, c'est bon. » C'est plutôt là, dans ce sens. Quand mon papa était décédé, moi, je lui ai dit, parce qu'il a beaucoup souffert, je lui ai dit « Tu peux partir. » Mais ma maman et puis mon frère lui a pas dit ça. Il leur dit « Lutte. » Alors, pour les deux, c'était des médecins. Hein. C'est juste, moi, je donnais... Eux, ils ont dit « Non, non, on peut encore. » C'est une autre attitude. Hein. Alors, ma maman, elle dit, il faut tout faire jusqu'à la fin, il faut tout faire, parce qu'on peut, et puis il y a encore cette possibilité, et puis moi j'ai dit, mais non, laissez-le partir, tu comprends rien. Tac. Ouais, c'est... Si je peux me permettre, c'est vrai qu'en soins palliatifs, on fait ce genre de choses avec le patient parce qu'il est encore conscient. Oui. En soins intensifs, on n'a pas toujours cette possibilité-là. Oui. Et c'est à travers alors l'entourage et justement de positionner les personnes de manière à laisser en paix, à dire à la personne qu'elle peut partir en paix, qu'on l'aime et qu'on peut survivre sans lui. Et à ce moment-là, quand on lâche tous ces mots de pardon et d'auto-pardon, la personne alors meurt de manière beaucoup plus paisible et devant l'entourage. Que quand il y a c'est intéressant de positionner les gens. Voilà. Ouais. Et donc, dans l'histoire de votre monsieur avec son fils, on aurait pu très bien aussi faire une hypnose de groupe avec le fils et lancer ce sentiment à travers lui. Ça, c'est juste. Mais eux, ils voulaient que je vienne pour le soulager, oui. Parce qu'il n'arrivait plus à vraiment souffler. Et puis, ils ne voulaient pas du tout faire une séance de laisser partir le père. Alors, je ne pouvais pas proposer, quoi. Mais par contre, le soulagement, alors quand même, en dirigeant sur la personne, mais en parlant comme si on voulait faire passer le message à l'autre. Ça, c'est juste ça aussi. marche assez bien aussi. Ça marche super. La maman, on le fait à la maman avec l'enfant qui n'a pas envie. Ouais. Moi, j'ai fait ça une fois. L'enfant était dans son coin, mais c'est à l'enfant que je parlais, mais je regardais la maman. Oui, ça, c'est des suggestions indirectes qui vont. Je trouve l'idée super de expliquer si quelqu'un est dans un coma ou ne peut plus parler et puis à fin de vie, d'expliquer à la famille, il faut pouvoir le laisser partir, est-ce que vous êtes prête? Et puis les faire parler, ça peut vraiment être une grande aide. Puis je pense que ça répond, Carole, à ta question, parce que comme ça, indirect, c'est une très bonne idée. Effectivement, qu'on peut aussi, il faut
qu'il a le droit aussi de s'auto-pardonner s'il vient, n'est-ce pas? La famille dit oui, enfin on espère. Et puis, parce que attention, hein, c'est aussi les parents, quand on parle avec, il faut vraiment bien les tenir. Quelquefois j'ai l'impression que je dois tenir des chevaux sauvages pour qu'il n'y a pas la langue qui fourche. Et puis Mais dans on le contrat, dès critique. le départ, la personne, elle sait hein, si elle veut rester ou pas. Pour l'avoir fait avec une famille entière, ceux qui n'étaient pas d'accord partaient. Ouais, Et alors d'accord. le contrat a été fait avec ceux qui Ouais, cool. Ouais, Dans ouais. ce cas. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, effectivement. Encore d'autres questions? Alors, le corridor, c'est pas seulement dans le palliatif. On est là maintenant dans le palliatif parce que j'en ai pas autant. Si je ne suis pas vraiment sûre, si la personne, elle ne sait pas d'où vient quoi, je fais aussi les portes. Il y a des moments où les gens, ils s'arrêtent au plein milieu du couloir et ne veulent pas continuer. Surtout quand il y a une enfance assez traumatisante, alors ça s'arrête et il y a des blocages. Il y a, par exemple, ils disent il y a un nuage qui m'empêche d'y aller et tout. Et puis ça met... Parce que c'est intéressant, c'est pas un mur compact, c'est toujours quelque chose qui est pas compact, qu'en principe on peut passer, mais on veut pas, c'est pas total, c'est pas un mur. Hein, et puis la première fois je respecte. Je dis ok, c'est bon, parce que je veux rassurer la personne, elle a le contrôle, elle veut pas. Mais ça m'est déjà arrivé que je dis bon, il faut refaire. Parce que là, il n'y a pas encore, on n'a pas encore trouvé ce qu'on doit travailler dessus. Et puis, il y a de nouveau le même endroit. Et là, j'invite la personne, je dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut faire que ce brouillard dissipe? Et puis, peut-être, vous pouvez essayer de mettre la main et puis regarder si vous ne pouvez quand même pas passer. Et puis, là, si ça fonctionne, après, la personne, elle peut faire le travail. Puis je sais qu'elle est déjà prête de faire le travail qui attend. Mais je ne force pas, parce que comme j'ai dit hier, si la personne, elle n'a pas encore les moyens d'affronter, et les moyens, ça veut dire d'être sûr de soi, qu'on a les moyens de gérer des choses douloureuses sans qu'on doit le mettre quelque part dans un placard. De savoir qu'on a de valeur, qu'on est bien, qu'on est adulte, qu'on est indépendante, qu'on n'est plus sous l'emprise. Ça, ce sont des moments ça, ce sont des ressources. Vous comprenez? D'accord. Parce que toujours les ressources, c'est toujours très abstrait. Hein? Mais c'est la capacité émotionnelle de se gérer, de dissocier, de dire, mais... je peux prendre la responsabilité. Aujourd'hui, mes parents ne peuvent plus me faire mal. Aujourd'hui, je ne suis plus à l'école, je suis mobile. Aujourd'hui, j'ai les moyens et le droit d'être libre et de faire ma vie. Ça, ce sont des ressources. Hein? Et puis, parce que c'est pas l'enfance ou le mobbing dans l'enfance, c'est qu'on était impuissant. On ne pouvait pas se défendre. Et puis, comme adulte, pensez toujours à l'éléphant ou au petit éléphant et les chaînes. Nous, comme adultes, on a le droit et puis on a les moyens, beaucoup plus. Bon, on n'est pas libre complètement, mais on est beaucoup plus libre qu'un enfant ou d'un jeune. Beaucoup plus. Et puis, on est surtout libre avec notre expérience de vie de voir les choses, hein, de les interpréter différemment ou de nous sortir. Voilà. Alors... j'aime bien parce que c'est assez thérapeutique, assez complet. Et puis surtout, je donne toujours la suggestion, on invite votre subconscient de montrer toutes les ressources, tout ce qui est important pour vous et aussi ça, on doit encore régler. Les uns ou les autres vous vous rappelez encore quand j'ai dit que quand mon mari a fait la formation avec moi et puis personne ne voulait... C'était un petit groupe, personne voulait faire la démo avec moi pour le couloir.
Et puis mon mari a dit, bon, alors c'est moi qui fais. Et puis on avait effectivement fait le deal que tu ouvres que des moments de bonheur et puis que ceux-là que tu peux dire dans ce cadre-là. Ce qui était intéressant là, c'était, il a dit, je voyais exactement les moments de bonheur, je passais, je voyais, puis je savais que je ne vais pas les ouvrir. Je vais ouvrir que. C'est super intéressant parce que comme ça, on réalise, il a dit, c'était incroyable. J'étais attirée par des portes, je savais que ce n'était pas le moment d'y entrer, mais je le vivais. Et puis, je savais exactement quelle porte je pouvais, dans ce cadre-là, ouvrir. C'est intéressant. Une élève à moi qui est dans le corridor, on a fait la démo. Et puis, l'idée, c'était aussi des moments de bonheur. Et puis, elle a ouvert une porte où il y avait, dans cette année, presque au même moment, un moment de absolument bonheur pour elle. Et puis, un moment... Et puis en même temps, c'était une période extrêmement angoissante. Et puis elle a dit que je suis entrée, je l'ai vu, je savais que c'est ça, mais je savais aussi, c'était vraiment comme, ah non, tu te concentres sur le moment de bonheur. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le savait pas, mais elle n'a pas donné la même priorité. Et puis elle a dit, pour moi, c'était extrêmement important qu'enfin je pouvais le séparer. D'accord ? Parce qu'elle pouvait... jamais séparés. C'était pour lui, pour elle, tout le temps ensemble. Et puis là, dans ces choses-là, c'est pourquoi j'aime bien le corridor, parce qu'on peut montrer que tu as cette liberté. Alors, le corridor, je vous rappelle, le corridor, il faut, quand on parle du corridor ou de couloir, tout de suite dire c'est un magnifique grand couloir, pour qu'il n'y ait pas l'idée que c'est un petit glauque couloir. Vous pouvez aussi dire que du côté gauche, il y a des fenêtres qui sont vraiment magnifiques avec une vue, soleil, bien. Dès que vous regardez ce paysage, vous vous sentez apaisé. Puis je induis déjà un endroit de bien-être. Regarde ce paysage et puis je laisse choisir. Je ne dois pas commencer à être encore plus formaliste. Et puis les portes à droite qui sont alignées. Maintenant, je vous dis tout de suite, s'il vous plaît, tenez-vous à ce concept. Ne commencez pas à dire, oui, on peut aussi se promener dans la forêt, puis il y a des forêts, il y a des arbres où il y a... Parce qu'une forêt n'est pas en ligne. Et puis, nous, on a besoin de ça. Et puis, vous devez, ça doit être très précis ce que vous voulez, puis vous devez, même si c'est fatigant, vous devez vraiment être précis, sinon la personne, elle se perd. Et vous ne voulez pas ça. Je le sais parce que j'ai des élèves qui ont dit, ouais, je fais un peu, j'ai lu ailleurs que je peux. Et puis ça faisait qu'il y avait quand même, et puis ça c'est grave, il y avait des gens qui ont complètement perdu l'Ouest, et puis ça arrive, qui ont été tout à coup dans une vie antérieure ou dans une situation pleine de sang, Alors, je vous mets vraiment bien en garde. Alors, qu'est-ce que je fais? Je demande l'âge. Première porte, j'explique, la première porte a le numéro de l'âge et de suite il y a des portes à intervalles égales et puis derrière chaque porte il y a tous les souvenirs, les bons et les mauvais, ils sont bien rangés. Quand il y a un chiffre qui vous attire, vous me faites signe avec votre index. Et puis, là, je demande, est-ce que vous voulez entrer? Oui ou non? Il y a des gens qui disent non. Je respecte. Et ça, c'est déjà thérapeutique. Parce que la personne, elle sait qu'est-ce qu'il y a derrière les portes, mais elle ne veut pas encore aller regarder. Elle a le droit, et c'est juste. Et je respecte. Après, si elle dit oui, je dis OK, 1, 2, 3, la porte s'ouvre, vous passez, vous refermez, vous vous retrouvez dans une pièce qui est vide. Au milieu, il y a un podium, et il y a des boutons, un rouge, un vert. Si vous arrivez au podium, faites-moi signe avec votre doigt.
Ça paraît un peu compliqué, mais finalement, ça donne toujours la possibilité à vous, comme thérapeute, c'est un peu plus lent, et puis ça donne la possibilité à vos clients de gérer. Hein. Ils peuvent toujours dire non. Après, je dis 1, 2, 3, vous pressez le bouton vert et je commence avec le point kick. Jour et nuit, et là, là vous devez vous concentrer. C'est vraiment rapidement, jour ou nuit, dehors ou dedans, seul ou avec d'autres, qu'est-ce qui se passe? Et puis. Et là, vous venez. Et puis si c'est un bon moment, vous faites d'accord? Vous soutenez, vous êtes là, mais vous ne parlez pas. À moins que quelqu'un fait une grande réaction. Et à ce moment-là, vous demandez qu'est-ce qui se passe, de quoi vous avez besoin. Et c'est là où vous commencez à travailler. S'il y a des bons moments, vous laissez un peu et vous demandez est-ce que c'est bon, est-ce qu'on peut repartir? Quelquefois, ils disent non, je peux encore rester un petit moment. Ok, bon. Les souvenirs et les événements positifs sont autant importants dans notre vie que les situations qui sont problématiques. Nous sommes souvent orientés problèmes. Moi, je vous propose d'être orientés, pas seulement solutions, mais orientés là où il y a nos ressources. Là où il y a des moments de bonheur. Vous devez savoir qu'on se rappelle beaucoup plus facilement des moments pénibles parce que c'est souvent des émotions fortes. Et puis, dans notre, au point de vue de biologie évolutionnaire, l'évolution, ça reste les mauvais moments ou qui nous donnent des angoisses ou qui nous mettent en danger. Ça reste plus pour nous protéger aussi dans le futur. C'est pourquoi ça rentre plus. Hein. Mais nous avons évolué et puis aujourd'hui, on sait que nous avons besoin de toutes nos ressources. Nous n'avons plus autant de dangers. Et puis surtout que des bons moments dans notre vie sont nos ressources pour pouvoir continuer. Alors on travaille là-dessus quand on fait des thérapies. Est-ce que vous avez une question encore? Voilà. Après, c'est 1, 2, 3, et puis on ressort. Et puis ça calme la personne parce qu'elle peut vraiment faire pas par pas. Elle peut avancer. Voilà. Question?